Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de l'État du monde, toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn qui, lui, est toujours à Montréal. Moi, cette semaine, je suis chanceux que je suis à Paris. Si vous voulez savoir, ben, je me suis pas fait agresser, tout va bien, on touche du bois. Voilà, ben, j'espère que vous avez passé une belle semaine et puis ça nous fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ben, cette semaine, je vais laisser davantage Jocelyn nous animer cet épisode-là parce que bon, ben, j'ai eu beaucoup de déplacements cette semaine. Vous pouvez vous imaginer, j'ai pas vraiment eu le temps de plancher en détail sur différentes questions. Je garde ça pour dans une semaine ou deux. Je vous avais promis, je crois, au premier épisode, de vous parler davantage du conflit en Arménie, en Azerbaïdjan, Mm. il y a eu une paix, ou en tout cas un début de paix qui a été signé à Washington le 8 août dernier. Puis j'ai quand même eu l'occasion de travailler un petit peu sur la question. Je me promets là, d'ici les 2 prochaines semaines de vous faire un topo plus complet sur cette question-là. Donc voilà, ben, cette semaine, je vais laisser l'écran davantage à Jocelyn pour qu'il nous parle de différentes questions parce que c'est vraiment une grosse semaine, là, ce qui s'en vient devant nous. C'est la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, vous allez avoir tous les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs qui vont défiler l'un à la suite de l'autre pour parler de la politique étrangère de leur pays, pour faire part de leurs réflexions sur l'état du monde, les grands défis de la politique internationale. Donc, c'est quand même un grand rendez-vous annuel. Et puis, je vais laisser Jocelyn vous en parler davantage. Puis, ben, écoutez, Très sur bien. ce, Jocelyn, je te Très laisse bien. le temps. Merci Jean-François. Merci à tous d'être là. Juste comme précision, nous enregistrons dimanche matin autour de 9h, 8h30, 9h. Et je le mentionne parce que, évidemment, la semaine commence lundi aux Nations Unies avec les premières réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi ça va être une semaine animée, rock'n'roll, on pourrait même dire, parce que dès lundi, il y a la conférence internationale sur la Palestine qui est co-présidée par le président Emmanuel Macron de France et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui lui ne fera pas le déplacement à New York. Macron va être à New York. Cette conférence va attirer des dizaines de pays et des dizaines de chefs d'État tiennent à être présents à cette conférence parce que c'est à cette occasion que plusieurs pays occidentaux vont annoncer la reconnaissance diplomatique de l'État de Palestine. Cette reconnaissance va d'ailleurs commencer aujourd'hui même, dimanche, puisque Keir Starmer, le Premier ministre de Grande-Bretagne, doit faire une annonce dans les prochaines minutes sur la reconnaissance par le Royaume-Uni de la Palestine. Ça sera suivi aussi du Portugal. Ce qui veut dire qu'il y a demain à peu près 8 ou 9 pays occidentaux qui vont suivre. Faut se rappeler que le mouvement a été amorcé par la France au début de l'été. C'est eux qui ont mené le combat pour la reconnaissance et l'initiative française a été immédiatement suivie par le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et bien d'autres pays. Donc on s'attend à ce que demain, en Europe, ça bouge. Du côté, par exemple, de la Belgique, du Luxembourg, de Malte. Peut-être qu'il y aura d'autres pays qui vont se joindre aussi à la dernière minute, qui n'ont pas annoncé qu'ils allaient reconnaître, mais ils vont sans doute se joindre au mouvement, soit demain, soit pendant la semaine. Et donc, évidemment, c'est important. Excusez-moi, ça, c'est pour la journée de lundi. La journée de mardi, c'est l'ouverture officielle du débat à l'Assemblée générale, là où tous les chefs d'État se rencontrent, comme disait Jean-François. Et les discours vont commencer par, évidemment, le secrétaire général de l'ONU, suivi du Brésil, qui est une tradition aux Nations Unies.
on se perd en conjecture à savoir pourquoi c'est le Brésil qui est le premier pays à ouvrir le débat. Et Ça a toujours été comme ça depuis depuis 45, 1955. depuis 55. 1955. OK. Et c'est après ça, le président des États-Unis, puisque évidemment l'ONU est à New York, et donc je pense personnellement que Trump ne va pas arriver là de très bonne humeur. D'abord parce qu'il a dénoncé, avant même que ça se produise, la rencontre de lundi sur la Palestine. Il a blâmé les pays qui reconnaissent la Palestine de faire le jeu du Hamas. Mais en plus, Trump est engagé dans une guerre contre les organisations internationales. Alors, laissez-moi commencer par la Palestine. Il faut avoir à l'esprit que déjà, sur 193 États membres, il y en a 147 qui ont reconnu qui ont reconnu l'État de Palestine, qui a été proclamé en 1988 par Yasser Arafat. Et à cette époque-là, évidemment, on était toujours un peu en... Bon, on sortait de la guerre froide, là, mais les blocs étaient toujours bien constitués. Le monde communiste, l'Afrique, une partie de l'Amérique latine se sont engagés et ont reconnu l'indépendance de la Palestine. Et puis, d'année en année, les Palestiniens ont recueilli des reconnaissances jusqu'à ce que ça atteigne le chiffre de 147 cette année. Et ça, c'est avant les reconnaissances de la part de plusieurs pays occidentaux. Et il a toujours été important pour tous ces pays de reconnaître la Palestine parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1947, c'est à l'ONU qu'on a décidé d'un plan de partage de ce que l'on appelait à l'époque la Palestine mandataire. Et les Britanniques occupaient le territoire. Et évidemment, l'État juif était en construction. Il n'avait pas proclamé son indépendance encore. Et ce serait trop long à raconter ce qui s'est passé dans les années 30 et 40. Cela dit, il y a eu un plan de partage qui a été discuté à l'Assemblée générale des Nations unies, adopté contre la volonté des pays arabes, mais il a été adopté et il créait un État juif et un État arabe. Il y a eu l'État juif, puisqu'il a proclamé son indépendance en mai 1948. Mais il n'y a pas eu d'État arabe pour toutes sortes de raisons, encore là, qui seraient très longs à expliquer. Et C'est que, donc, c'est que les Arabes ont refusé d'entériner la proposition des Nations oui, Unies. ils étaient contre. Ils étaient contre le plan de partage. C'est ça qui a amené la guerre en 47-48 entre bon, les Juifs. Puis, Ben, en fait, dès la proclamation de l'indépendance d'Israël en mai 48, les armées arabes ont attaqué. Alors, elles ont été battues assez rapidement, mais ils ont attaqué, ce qui a empêché la naissance de l'État arabe. Donc, il y a une base ici qui s'est construite à l'ONU et c'est intéressant que l'initiative de Macron et de MBS d'Arabie Saoudite se déroule aux Nations Unies lundi, puisqu'on est de retour aux sources. Et tous les pays qui ont reconnu la Palestine estiment maintenant que les Palestiniens ont droit à leur État côte à côte avec l'État israélien. Alors, on verra donc l'initiative française s'installer cet été. Elle va entraîner, un peu à la surprise de bien des observateurs, le Canada et le Royaume-Uni. Parce que traditionnellement, c'est des pays qui votaient la plupart du temps avec Israël et les États-Unis sur différentes résolutions, que ce soit à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité. Mais compte tenu de ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis 2 ans, la plupart de ces pays ont estimé que la réplique israélienne au massacre du 7 octobre
2023 Était de disproportionné. 1200 Israéliens par le Hamas était disproportionné. Alors, on peut comprendre la douleur des Israéliens de voir 1200 de leurs concitoyens se faire massacrer de la façon dont ils ont été exécutés par le Hamas. Mais en même temps, dans tout conflit, il y a une proportionnalité à respecter. Enfin, Jean-François est un spécialiste de ces questions-là. Il pourra nous en parler un peu plus s'il veut bien. Mais donc, la plupart de ces États disent enough is enough. Et donc, il faut sortir de ce conflit et surtout, il faut avancer dans la création de cet État palestinien. Et la plupart de ces pays estiment que la reconnaissance diplomatique, qui ne va rien changer dans la vie de tous les jours des Palestiniens, mais que diplomatiquement, on peut peut-être faire avancer un processus de paix qui, il faut bien le dire, est à l'agonie depuis quelques années. Donc, c'est l'idée derrière cette reconnaissance diplomatique. Elle est combattue par Israël et par les États-Unis. Israël dit qu'il y aura des mesures de rétorsion contre les pays qui reconnaissent. Laissez-moi vous dire que c'est Ça pas fait quelque beaucoup de chose. pays, hein? Ça fait d'abord, ça fait beaucoup de pays. Et non, mais on veut punir spécifiquement la France pour Ouais. avoir pris l'initiative. Et donc, ce n'est pas des grosses mesures de rétorsion, là, c'est des diplomates de ces pays-là qui ne seront pas accrédités puis qui ne pourront pas rentrer. On va leur faire des misères, euh, ce qui est le lot des diplomates dans cette région du monde. Oui, Alors, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Et donc, il faut s'attendre à des débats acrimonieux dès lundi sur cette question, mais aussi dès mardi, lorsque différents chefs d'État vont s'adresser à l'Assemblée générale. Et ça nous amène à parler de Donald Trump. Donc, Donald Trump revient devant l'ONU après un hiatus d'un mandat de 4 ans. Il y était allé lors de son premier mandat. Alors, il revient, si je peux dire, en grande forme détestable, parce qu'il a déjà annoncé au début de l'année, à peine arrivé à la Maison-Blanche dans les premiers décrets, il a signé qu'il se retirait de l'accord de Paris sur les changements climatiques, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNESCO, de la Commission des Nations unies sur les droits humains et qu'il allait revoir de fond en comble l'engagement des États-Unis dans l'ONU comme tel, mais aussi dans tout le système des Nations unies. Parce que le système des Nations unies, c'est justement toutes ces organisations c'est ça. spécialisées un peu partout. C'est On pas, en a c'est une pas, c'est pas que le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Assemblée générale. ou Il l'Assemblée y a générale. d'autres Donc, instances. l'ONU comme telle a sa structure, sa charte, etc. C'est une organisation indépendante. Et autour d'elle, il y a une galaxie d'organisations internationales qui ont été créées à peu près au même moment, 45, 46, 47. Euh, il y en a une qui est à Montréal, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc, euh, les États-Unis veulent revoir leur engagement dans ces organisations-là. D'abord sur le plan financier, il ne faut pas oublier que les États-Unis paient entre 20 et 25 des, des Le budget de cotisations fonctionnement, annuelles, des budgets de fonctionnement c'est et énorme. aussi des budgets exceptionnels. Par exemple, à l'ONU, il y a un budget de fonctionnement et il y a aussi le budget pour les opérations de maintien de la paix qui va chercher 3, 4 milliards de dollars chaque année, les Américains payant environ 20-25 de cette facture. Ce qui fait des montants qui peuvent nous sembler importants, mais si ça vous coûte 1 milliard de dollars pour être membre de l'ONU, il ne faut pas oublier que le budget militaire américain, c'est quand même 1000 milliards de Oui, dollars oui. par année. Hein? Donc, alors, il Toutes veut choses étant revoir. égales par ailleurs, par exemple, Oui. si c'était le budget du gouvernement du Québec, oui, ça serait Oui, quand même assez significatif, mais pour les États-Unis, ben, c'est plus une goutte dans l'océan.
Oui, et les quotes-parts sont calculés selon la richesse des pays, de leur puissance, de leur population, etc. Et donc, il veut revoir l'engagement financier, mais aussi l'engagement idéologique. Et donc, par exemple, les Américains sont exaspérés que les Nations unies condamnent toujours Israël pour ce qu'elle fait au Proche-Orient. C'est vrai que lorsqu'on lit toutes les résolutions, Israël est particulièrement pointé du doigt, mais il y a des raisons à ça aussi. Alors, si vous occupez tel territoire, ben, c'est illégal, au même titre que lorsque la Turquie occupe la moitié de l'île de Chypre, ben, c'est illégal. Et donc, ces pays-là seront condamnés pour leur occupation. Donc, il y a une volonté de revoir ce système des organisations internationales, ce multilatéralisme, et on va voir jusqu'où Donald Trump va s'exprimer mardi. Est-ce qu'il va annoncer que les États-Unis vont encore réduire leur budget consacré à l'ONU ou à d'autres organisations? Est-ce qu'il va annoncer d'autres retraits d'organisations? On va l'apprendre mardi. Et puis ensuite, il y aura d'autres chefs d'État, dont Emmanuel Macron, qui va certainement, là, encore une fois, livrer le fond de sa pensée sur la reconnaissance de la Palestine, mais sur d'autres sujets de politique internationale. Et vous aurez toute une ribambelle de présidents, de rois, de premiers ministres, de ministres des Affaires étrangères qui vont prononcer des discours. Mark Carney avait été invité à prononcer un discours, mais comme il n'est que premier ministre, Mhm. ça le renvoyait à samedi prochain. Donc, juste pour que les gens comprennent bien, il faut faire la différence entre un chef d'État et un chef de gouvernement. Donc, Voilà, Donald Trump, c'est le chef d'État. Emmanuel Macron, c'est le chef d'État. Mais Keir Starmer, est un premier Mark ministre, Carney sont premiers ministres, donc chef de gouvernement. gouvernement. Donc, Et techniquement parlant, le chef de l'État au Canada, c'est le roi, mais ouais, représenté par la gouverneure le générale. gouverneur En général. Grande-Bretagne, c'est le roi. Donc, dans la hiérarchie, vous avez les chefs d'État, ensuite les chefs de gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle les premiers ministres passent toujours après les Voilà. présidents ou les rois ou les reines. Voilà. Donc, le protocole a été instauré en 1945 là-dessus. Et évidemment, à cette époque-là, il y avait pas mal de monarchies dans le monde. D'abord, il y avait une soixantaine de pays, donc presque la moitié était dirigée par des monarques. Et donc, on a instauré ce protocole qui faisait en sorte que Mark Carney se retrouvait à parler samedi prochain. Donc, ça ne l'a pas intéressé pour un premier essai. Mais c'est que aussi, il était, au cours des derniers jours, il était au Mexique. Donc, Oui, mais ça aurait fait en sorte qu'il aurait dû, entre le voyage au Mexique, rentrer à Ottawa, puis ensuite revenir à New York. Donc, oui, mais attends. Alors, effectivement, il y a le voyage au Mexique, mais enfin, c'est pas si loin que ça, hein. Il y a pas beaucoup de décalage bon, c'est horaire. sûr. Et là, en ce moment, nous sommes dimanche. Il va peut-être partir ce soir pour New York parce qu'il sera là lundi pour la conférence sur la Palestine. Ensuite, il va rester peut-être une journée ou deux pour des bilatérales, pour des rencontres sur d'autres sujets. Et comme disait un commentateur ici au Canada, qu'est-ce que ça lui aurait coûté samedi matin de prendre l'avion Ottawa-New York, aller prononcer son discours à l'Assemblée générale et revenir? Bon, d'autres premiers ministres dans le passé ont fait ce genre de choses, mais c'est sûr que Ben, il y a le contexte politique. Les travaux parlementaires viennent de reprendre. c'est Il y a un sûr. gouvernement minoritaire. Donc, bon, j'imagine il doit donner l'exemple aussi auprès de ses troupes d'être présent en chambre dans l'éventualité de vote, puis pas de commencer à parcourir le monde pour des conférences puis des réunions. Euh, est-ce que C'est une façon de voir les choses. Oublie pas que quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il a été assermenté
au début novembre Ouais. 2015 Oui, j'ai et lu en octobre. avant, et, avant Noël 2015, donc en un mois et demi, il a assisté à 4 sommets internationaux, l'APEC aux Philippines, un sommet en Turquie, un autre, je pense que c'était la francophonie ou le Commonwealth. Donc, peut-être qu'il était plus jeune à l'époque, alors Oui, ah, il pouvait mieux résister. mais ça devait, hey, ça devait être un gros défi. 4 sommets en l'espace de quelques semaines. Mon Dieu, Ouais, ouais. il a dû se creuser les méninges pour se trouver des déguisements, hein, Ben, appropriés à chacune de ces c'est c'est- rencontres-là. c'est- c'est venu plus tard, les déguisements. C'est venu avec l'Inde. Ça s'y prêtait peut-être plus. Alors donc, je reviens sur les discours. Euh, Chacun qui vient discourir devant l'Assemblée générale a évidemment toujours des projets à pousser et c'est sûr que va revenir dans la discussion, par exemple, de faire une plus grande place aux émergents au Conseil de sécurité. Parce que ça fait des années qu'on parle de la réforme du Conseil de sécurité et ça fait des années que des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Indonésie et d'autres, l'Égypte, même le Mexique, pensent qu'ils devraient pouvoir accéder au Conseil de sécurité, soit à titre de membre permanent, ça veut dire que vous y êtes pour la vie, comme les 5 grandes puissances, Avec le droit de veto. avec le droit de veto, mais ça, c'est toute une autre histoire parce que il y a des États qui disent oui, on va élargir le Conseil, mais il n'y aura pas de droit de veto. C'est la position du Canada. Mais d'autres disent attention, vous allez encore faire, euh, vous allez nous marginaliser parce que vous gardez votre droit de veto et les nouveaux membres permanents n'auront pas ce droit de veto. C'est ça serait des nouveaux membres permanents, moins. Moins ce euh, pouvoir c'est qui est très colonialiste d'exercer. comme approche. Voilà. Ensuite, d'autres disent, au lieu d'élargir les permanents, élargissez le nombre de non permanents, qui sont 10 actuellement. On pourrait en ajouter 5 autres et permettre à d'autres, à certains continents d'être mieux représentés. Alors, ce débat, ça fait 30 ans qu'il dure. Et évidemment, tu imagines tout de suite, Jean-François, que si le Brésil veut être membre du Conseil de sécurité, ben, tout de suite l'Argentine ou le Ah, Mexique va dire ben, pourquoi pas moi? Et mhm. puis en Afrique, si c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria puis l'Égypte vont rouspéter. Si c'est l'Inde, le Pakistan va dire ben, pourquoi moi je Oui, suis pas là, je suis une puissance nucléaire, j'ai le oui. droit de moi aussi de siéger au Conseil. En Europe, si les Allemands rentrent, les Italiens vont dire ben moi aussi je veux rentrer. Là, c'est c'est une Donc, boîte de Pandore, là. donc, c'est comme la Constitution canadienne, Vaut hein? mieux pas y toucher. On veut, tout le monde dit on devrait l'ouvrir pour l'améliorer, mais tout le monde craint que si tu Ouais. l'ouvres, tu ne puisses plus la refermer. Ouais. Donc, il y aura, à mon avis, pas encore de réforme du Conseil de sécurité. Puis moi, je suis un peu de l'école qui dit que finalement, le Conseil de sécurité, à l'heure actuelle, représente assez bien la distribution du pouvoir sur la planète. Parce que les 5 grandes puissances de 45 sont toujours les 5 grandes puissances d'aujourd'hui. La seule qui pourrait accéder et qui a les moyens de sa puissance, c'est l'Inde, à cause du fait qu'elle a l'arme atomique, La euh, démographie la aussi. démographie, l'économie, la Ouais. projection diplomatique, etc. Ouais, Les autres, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, la Turquie, l'Égypte, c'est plus une représentation. C'est plus de dire, bon, ben, il faut que l'Afrique ait un ou deux membres permanents. oui, oui. Parce que sinon, euh, la- si tu évalues la puissance, les 5 grands d'aujourd'hui ont à peu près tous les éléments de la puissance, qu'elle soit économique, politique, culturelle,
militaires. Elles ont la capacité de se projeter sur à peu près tous les continents. C'est surtout les États-Unis et la France qui ont cette possibilité. Le Royaume en garde un peu. La Chine et la Russie n'ont pas beaucoup de bases militaires à l'étranger. Ben, la Chine a une seule base à À, l'étranger, à Djibouti, à Djibouti, c'est tout. à Djibouti. Les Ouais. Américains ont des bases militaires dans 120 pays. Oui. Alors, évidemment, ils dépassent tout le monde, eux. Donc, quand on regarde ça, on dit, ben, est-ce que l'Inde a les mêmes moyens? Moi, je pense que l'Inde devrait accéder au Conseil, mais le Brésil n'est pas un pays qui veut se projeter militairement dans le monde entier, Non, c'est ni le sûr. Mexique. Alors, ça reste encore valable, mais bon, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'injustice ici, à Oui. savoir que les cinq grands maintiennent leur position et c'est pas qu'ils refusent, parce que les cinq grands sont à peu près tous sur la même ligne en disant il faut réformer le Conseil de sécurité. Mais là où on ne s'entend pas, c'est qui va siéger. Oui, c'est ça. Ben, écoute, peut-être que je suis en désaccord avec toi pour ce qui est de la France puis la Grande-Bretagne, parce que en 45, bon, ben, c'était, ben, la Grande-Bretagne faisait partie des vainqueurs en compagnie de l'Union Voilà, soviétique, des Américains. De Gaulle s'est vraiment imposé pour que la France puisse aussi s'asseoir autour de la table des vainqueurs. c'est Churchill. C'est Churchill qui a parlé à Roosevelt puis qui a dit il faut que la France soit au Conseil de sécurité. Oui, parce qu'il savait très bien aussi que, en fait, je pense, Churchill, dès 1945, savait très bien que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, serait plus jamais une grande puissance, parce que Oui, clairement, vous aviez les États-Unis puis l'Union soviétique qui allaient le dominer le reste du 20e siècle. Churchill le savait, et puis De Gaulle le savait aussi. Euh, je veux dire, quand il est allé en Algérie en 58, après avoir été nommé premier ministre. nommé premier ministre, son fameux discours Je vous ai entendu. Il avait confié à son gendre, le général de Boissieu, il dit, écoute, l'époque des grandes colonies, c'est terminé, là. Voilà, Il dit, en réalité, les gens, ils sont pas encore prêts à l'accepter, mais c'est une question de temps avant que la France en vienne à accorder l'indépendance à ses colonies. Puis Churchill le savait aussi en 1945, bien que sûr. le grand empire colonial britannique allait s'effondrer, allait disparaître. Donc, je dirais que depuis 1945, par la force des choses, la Grande-Bretagne et la France sont des puissances déclinantes, surtout en comparaison avec... oui, ils possèdent l'arme atomique, évidemment, surtout la France qui a une arme atomique indépendante, mais c'est probablement la seule chose qui permet à la France de pouvoir s'affirmer encore aujourd'hui comme, euh, comme un pays qui mérite d'être un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que pour le reste, en matière de puissance économique, la France, c'est plus ce que c'était. Puis en matière d'innovation, etc. Puis on rajoutera pas non plus les problèmes politiques de la France depuis les dernières années. Disons que c'est pas nécessairement un pays vers lequel les autres pays du monde se tournent pour y chercher un exemple, hein. Ah, Parce que je veux dire, dans l'espace européen aujourd'hui, la puissance européenne, c'est l'Allemagne. oui, mais C'est pas la c'est France. une puissance économique, mais c'est un nain politique, comme on dit. Oui, oui, un nain politique. Tant politique que diplomatique, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est Alors, même encore une puissance économique, la France? J'en non, doute. non, je parle de l'Allemagne. Je De parle de l'Allemagne, ah l'Allemagne. oui. Oui. L'Allemagne est une Aussi. puissance économique, c'est la Oui. première d'Europe, mais c'est un nain politique et diplomatique. Son action, oui, ils ont de l'argent, mais là, ils ont peur de reconnaître la Palestine. À peu près toute l'Europe va l'avoir reconnue Ouais. d'ici la fin de l'année. Et puis, sont tétanisés par leur passé, comme si ça avait un rapport avec la reconnaissance de la Palestine. Ouais. Ça commence à Mais, devenir mais ridicule. sait-on jamais, au cours des 10 prochaines années, peut-être que l'Allemagne va vraiment être en mesure de s'affirmer comme la Ah, grande puissance militaire européenne, parce que, écoute, cette année, oui, comme ils sont ils ont engagés investi. dans des centaines de milliards Oui, c'est ça. Écoute, d'euros je pense que c'est pour, 500 milliards, quelque chose sur comme ça. plusieurs années. Sur plusieurs... Alors que la France, je pense cette année, l'augmentation du budget militaire, c'est de l'ordre de 3 milliards seulement. Donc Ouais, les gens en France se posent la mais qui question, sont déjà assez, c'est élevé, évidemment, ils oui. sont à 65 ou 70 milliards d'euros. Mais il ne faut pas oublier que la France, c'est aussi
des points d'appui sur 5 continents, ce que seuls les Américains ont. Et C'est vrai. d'ailleurs, les Américains aiment fonctionner avec les Français parce que les Français savent comment se projeter dans le monde entier, que ce soit dans le Pacifique Sud, dans le Proche-Orient, en Afrique, évidemment. Ah oui, Ils ont évidemment. des accords de défense avec la moitié des pays d'Afrique. Ouais. Jusqu'à tout récemment, ils avaient un système de base militaire. Il en reste encore Oui, quelques-unes, mais c'était le seul pays occidental et évidemment, on exclut la Chine et la Russie, à avoir autant de bases de points d'appui. Même chose pour les Antilles. Donc, oui. moi, c'est pour ça que je dis que ces 5 grandes puissances de 45 sont toujours les grandes puissances d'aujourd'hui et que les autres ont encore quelques croûtes à manger avant d'atteindre ce Oui, c'est vrai. niveau de puissance. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà ce que j'avais à dire Oui, oui. aujourd'hui Ben, sur... ouais, ben écoute, je reviendrai sur la reconnaissance du Canada sur Oui. de la Palestine comme État. C'est pas automatique. En fait, je veux dire, ça va venir avec des conditions. Donc, en ce moment, c'est très Ouais, théorique. moi, non, non, non. Ce que j'ai compris, c'est que il y a 2 démarches. La première démarche, c'est la reconnaissance diplomatique, Oui, c'est-à-dire ce qui va arriver cette semaine. lundi. Carney va dire, nous reconnaissons l'État de Palestine. Ensuite, la deuxième étape, c'est la normalisation de la relation avec l'État de Palestine. Oui. C'est là où il y a Upgrading. énormément de conditions. Alors, il y a des Ouais. conditions. On va voir si le délégué général de Palestine à Ottawa devient un ambassadeur de Ouais. Palestine à Ottawa. Puis le Est-ce qu'on Canada va va envoyer aussi un ambassadeur en Palestine. à Ramallah? Encore faut-il qu'il rentre parce que les Israéliens peuvent dire on n'accorde pas de visa. Donc, les diplomates canadiens pourront pas rejoindre leur poste à Ramallah. Euh, Mais Est-ce que le Canada va entrer en relation diplomatique, signer des traités avec l'État de Palestine? Ça ne se fera pas tout de suite. Il va falloir attendre que les conditions mais c'est ça, ben, soient rencontrées. on peut évoquer les conditions rapidement. C'est ce que la ministre Anand a dit, c'est que clairement, il est hors de question que le Hamas ait quelque rôle que ce soit Voilà, à jouer dans la gouvernance de la Palestine. Il faut vraiment que l'autorité palestinienne tasse complètement et sans équivoque le ouais, Hamas. Donc ça, c'est un gros défi à venir. Est-ce que l'autorité palestinienne va en être capable? voilà, Ils n'ont pas été. En fait, le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza il y a environ une quinzaine d'années. Et voilà. puis, ben, il faisait la pluie puis le beau temps depuis cette époque-là. Donc, l'autorité palestinienne avait prouvé son impuissance à mettre de côté le Hamas. Bon, est-ce que maintenant le Hamas est vraiment affaibli par les opérations militaires israéliennes ou est-ce que c'est pas le cas? Bref, on va voir. Il va y avoir des élections, tu disais, en 2026 Ouais. pour l'autorité palestinienne. Mais On va voir ce qui va en découler. Mais c'est ça. Donc, avant de voir des ambassades de Palestine s'ouvrir un peu partout dans le monde, en tout cas du côté du Canada, il va falloir que beaucoup, beaucoup de conditions soient respectées avant que ça soit le cas. d'abord, il y a déjà des ambassades dans 147 pays sur 193. Donc ça, c'est pas un trop gros problème pour les Palestiniens. Et puis, c'est sûr que la France, demain matin, va annoncer que la délégation générale de Palestine à Paris devient une ambassade. Ça, il y aura pas beaucoup de discussion là-dessus. Et on verra ce que le Royaume-Uni va faire aussi, parce que eux autres aussi ils ont quelques conditions. Alors, mais le processus est lancé. Oui, Je pense que ce qu'il faut suivre maintenant, c'est comment atteindre l'objectif déclaré de ces reconnaissances, qui est la création formelle de l'État de Palestine vivant côte à côte avec l'État Israël. israélien. Ça, c'est C'est évidemment la l'objectif partie la plus ultime. difficile Oui, oui. C'est ça. Ça fait 80 ans qu'on y qu'on en travaille parle. et qu'on n'aboutit pas. Ouais. Tu disais il y a quelques minutes la question de la proportionnalité.
Oui, Ben, je trouve ça intéressant parce que pour moi, j'ai toujours dit, combattre le terrorisme, ça doit se faire avant d'être pris pour cible par une attaque terroriste. Parce que lorsque c'est le cas, les gens perdent la raison, exigent vengeance, puis c'est là où on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi, puis des mesures ouais, complètement disproportionnées. On l'a vu le 11 septembre 2001, puis 20 ans plus tard, avec le retrait calamiteux des États-Unis d'Afghanistan, je pense qu'on a ouais. réalisé que des opérations, des grands déploiements militaires, qui coûte des milliards et des milliards de dollars. Ça, non seulement ça déstabilise des régions tout entières, Mm. ça mène à des dizaines de milliers de morts de civils. Alors, ce qui est très paradoxal parce que le terrorisme, c'est cibler délibérément des civils pour Ouais, tuer le plus de civils possible. Donc, le 11 septembre, il y a eu quoi, 3 000 civils qui ont été tués aux États-Unis. ouais. Donc, les opérations militaires américaines en Afghanistan, en Irak, ont entraîné la mort de dizaines et de dizaines de milliers de civils. Mm. Tout Donc, à à quelque fait. part, pour combattre le terrorisme, pour empêcher la mort de civils, on a déployé des troupes qui ont entraîné la mort de façon exponentielle d'un nombre beaucoup plus important de civils. C'est super paradoxal. Donc, la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de frapper un groupe terroriste avant qu'il nous frappe, nous. Donc Mhm. ça exige de collecter des informations et aussi de normaliser. C'est pour ça, la question des frappes israéliennes au Qatar la semaine dernière, d'une certaine façon, je comprends et je trouve que c'est justifié dans la mesure où si ça nous permet à un État qui est clairement pris pour cible par des groupes terroristes, si ça lui permet de tuer des opérateurs, des gens qui font des bombes, des Ouais. décideurs politiques qui décident où les attentats terroristes vont avoir lieu, si on est capable de liquider, parce que c'est ça dont on parle, des opérations de meurtre ciblé, de liquider ces individus-là, si ça permet de retarder de possibles attentats terroristes, Mhm. et au final, pendant qu'on cible ces gens-là, oui, des gens meurent, mais il y a une façon, lorsqu'on frappe ces gens-là, on le fait toujours d'une façon proportionnée. On Ouais. fait attention, on utilise les bons missiles aux bons endroits, on attend de frapper au bon moment où il n'y a pas de civils à proximité. Donc, c'est ça pour moi le grand défi du terrorisme, c'est d'être en mesure de frapper avant d'être frappé. Mais Ouais. ça exige la normalisation de la force, du recours à la force, qui est en vertu de la Charte des Nations Unies, qui est illégale. L'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, le recours à la force est illégal. Donc, je pense que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, c'est un article où on doit, en quelque sorte, euh, euh, Revoir. rendre, rendre, c'est ça, rendre, trouver une façon de normaliser d'une façon quelconque le recours limité à la Mhm. force pour des situations comme celle-là. Parce que Ouais. moi, le 7 octobre, lorsque les Israéliens ont été frappés par les attentats terroristes du Hamas, c'était clair que ça allait partir en couille, là. Ah oui. Bon, mais on voit, on assiste aujourd'hui à la résultante de ça. Gaza, Mm. c'est un champ de ruines. Et Ouais. puis, c'est à se demander si les Palestiniens vont être en mesure de s'y réinstaller un jour, là. Ah, Euh, tout est fait pour qu'il ne se réinstalle pas, hein. Moi, oui, non, c'est ça. Donc, voilà. euh, Voilà, mon cher. oui. Écoute, je voulais parler rapidement de deux petites choses. Oui. Qu'est-ce que tu penses, ben, Chrystia Freeland, qui était Mhm. ministre des Transports, c'est ça, Oui. ministre Et des Transports? Oui. Elle n'était plus vice-première ministre. Non, elle était plus, C'est je ça. m'excuse. Carney n'a pas de vice-premier ministre à l'heure actuelle. C'est pas une obligation constitutionnelle en passant. Non. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, elle a démissionné de son poste de ministre. Elle demeure Mhm. députée, mais elle a été nommée envoyée spéciale Spécial pour pour la la... reconstruction de l'Ukraine. Est-ce Alors, qu'il y a des précédents dans l'histoire parlementaire canadienne de simples députés qui se sont fait donner des postes comme ça, d'envoyés spéciaux? Parce que j'ai par exemple Stéphane Dion, qui est ambassadeur du Canada en France, ouais, aussi l'envoyé spécial du premier ministre pour l'Europe. pour l'Eurasie, ouais, En tout l'Europe, cas, bref. disons que ça arrête à l'Oural. Oui, c'est ça, parce qu'il nous a déjà rendu visite au Kazakhstan. Donc, Ouais, pour le Canada, le Kazakhstan fait partie de l'Europe. ouais, Donc, des ambassadeurs ont des postes spéciaux comme ça. ouais, ouais. À ta connaissance, dans l'histoire parlementaire canadienne, est-ce que ça s'est déjà produit dans le passé?
Moi, il n'y a pas de cas qui me Sous reviennent à toute, l'esprit. ouais, voilà, sous toute réserve, il y a peut-être des ambassadeurs qui avaient des mandats élargis. Euh, par- je prends ça comme exemple sans trop savoir si c'est juste, mais on a été très longtemps, on a été très longtemps engagé dans la reconstruction ou la pacification d'Haïti. Et souvent, l'ambassadeur du Canada sur place coordonnait l'action des autres ambassades et donc des autres gouvernements sur la reconstruction ou la pacification d'Haïti. Ça, c'est peut-être un exemple. OK, oui, je comprends. Des ambassadeurs, c'est pas. On a déjà vu ça dans le passé. On voit ça maintenant dans le cas présent avec Stéphane Dion. Mais des députés, c'est. En tout cas, c'est ça. Comme je disais, écoute, dans ma connaissance du parlementarisme canadien, pour moi, il y a pas d'autres cas Ouais, qui me viennent à l'esprit. Mais là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? ouais. Est-ce qu'elle a un mandat qui a été clairement précisé par le bureau du premier ministre? Moi, j'ai rien vu là-dessus. Maintenant, c'est pas surprenant que ça arrive puisque depuis au moins un an, peut-être même un peu plus, on a déjà commencé à parler de la reconstruction entre les pays alliés, la cinquantaine de pays qui se réunissent souvent en Europe pour discuter soit de l'aide militaire, soit de l'aide économique et autres pour l'Ukraine. Et donc, qu'il y ait au Canada la nomination d'un envoyé spécial sur la reconstruction, ça ne me surprend pas. Et ça me surprend moins quand on sait qu'il y a 1 million de Canadiens d'origine ukrainienne qui votent à chaque élection. Oui. Et donc, ceci explique sans doute cela, parce qu'il n'y a pas d'envoyé spécial pour la reconstruction d'Haïti, ni Ni pour pour la la Palestine. reconstruction, et ni pour la reconstruction de la Palestine, étrangement, n'est-ce pas? Ouais. Alors, donc, il y a peut-être déjà aussi d'autres étrangers, un Allemand, un Italien, un Britannique qui occupent cette fonction-là. Et ça permettra, j'imagine, la coordination entre les pays occidentaux, Ouais. parce que tout le monde parle de reconstruction. Comment? Ou c'est elle qui va coordonner les efforts de reconstruction au nom du monde occidental. Appelons-le comme Moi, ça. en tout cas, compte tenu de ses prises de position sur l'Ukraine et du peu de rôle positif joué par le Canada dans cette affaire, je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui vont dire on voudrait avoir quelqu'un d'un peu plus consensuel, Mhm. un peu moins engagé dans la cause comme telle et puis de réfléchir à la reconstruction de l'Ukraine sans trop d'a priori, tu vois. Oui, oui. Alors, Mais on verra. Parce on que, verra, mais pour reconstruire l'Ukraine, il va falloir d'abord que la guerre se termine, hein? C'est. alors, non seulement qu'il faut qu'elle se termine, mais il va falloir que les États qui ont dit qu'ils donneraient des milliards de dollars soient au rendez-vous. Mhm. Or, si tu te souviens bien, à chaque fois qu'il y a un conflit, pendant le conflit, on dit qu'on sera là pour la reconstruction. Puis quand la paix arrive, Ouais, tout le monde est occupé ailleurs tout le monde est inconnu au bataillon. Ah oui. et inconnu au bataillon. Là, les gens vont dire, ah, vous savez, on a des problèmes financiers chez nous. On avait promis 5 milliards, on va en donner 2 milliards. Les Nations unies, ça, ils sont spécialistes des appels d'urgence pour la reconstruction parce que ils n'arrêtent pas de dire, vous aviez promis ça lors de la conférence des bailleurs de fonds sur, mettons, le Sud-Soudan. Eh bien là, maintenant, il faut ouvrir le chéquier et il n'y a plus personne qui signe le chèque. C'est ça. Donc, on verra pour la reconstruction de l'Ukraine qui va engouffrer des centaines de milliards de Ah oui. dollars Oui. pour pratiquement des générations. Je pense que Macron l'avait dit il y a 2 ans ou 3 ans. Espérez pas rentrer dans l'Union européenne tout de suite. Et puis la reconstruction, ça va mettre des Oui. années. Ah oui. Mais en tout cas, moi, écoute, ce que je pense, c'est que le budget fédéral s'en vient au mois de cet automne, au mois de novembre, je crois. C'est Ouais. un gouvernement minoritaire.
Moi, j'ai l'impression qu'elle va rester députée jusqu'au vote du budget. Puis une fois que le budget va être voté, je pense qu'elle va démissionner de son Alors, poste de députée. Puis, elle a dit, elle a dit qu'elle attendrait aussi qu'il y ait quelqu'un pour lui succéder dans sa circonscription. Donc, parce qu'elle démissionne aussi, oui, elle va techniquement, elle reste députée, mais elle a fait savoir qu'évidemment, on veut recruter un prochain candidat et il y aurait certainement une élection partielle quand elle va annoncer formellement sa la démission comme démission. députée. Oui. Ouais. Mais c'est ça, elle restera pas pendant 4 ans députée tout Non, étant envoyé non, spécial. Puis il y a des rumeurs aussi à l'effet que Stephen Guilbeault, par exemple, qui est toujours ministre, ouais. serait sorti, se ferait expulser du Conseil des ministres au cours des prochaines semaines, des prochaines semaines, Ah, parce que OK, trop identifié à l'héritage politique de Trudeau. Et c'est puis possible. Carney veut mettre en place ses ministres à lui qui vont pouvoir Ouais. là, bâtir son héritage. Donc il y a cette rumeur-là aussi. Donc il serait récompensé par la nomination de postes quelconques, ambassadeur ou quoi que ce soit. Mais ça aurait lieu après le vote du budget parce qu'on le Ouais. sait, là, il y a besoin il y a un gouvernement minoritaire. De Donc, toutes ses il forces. y a Ouais. besoin de toutes ses forces. Donc, on doit s'attendre après le vote du budget à beaucoup de changements au sein du Conseil des ministres à Ottawa, puis au départ de différentes personnes, dont, je pense, dont Chrystia Freeland. Alors, il y a certains dans la presse anglophone qui spéculent qu'elle pourrait être nommée dans un poste international, mais il y a plusieurs fenêtres qui se sont fermées. Oui, Au début, on pensait comme secrétaire autant. général de l'OTAN, mais à mon avis, les Français auraient mis leur veto, encore là, à cause de son comportement envers la Russie. À mon avis, les Français et d'autres auraient voulu avoir quelqu'un de plus consensuel. Comme tu sais, le poste de secrétaire général de l'ONU sera vacant à la fin de l'année 2026. Et donc, on va commencer la cabale pour le Mhm. prochain secrétaire général va commencer après cette assemblée générale. Il y aura des auditions parce qu'il y a une nouvelle formule maintenant pour élire un secrétaire général, mais c'est quand même toujours le Conseil de sécurité qui sélectionne une candidature et qui l'envoie à l'Assemblée générale pour approbation ou rejet. Ça veut dire que les cinq grandes puissances restent maîtres du jeu. Donc, les cinq Et grandes puissances doivent s'entendre. c'est-à-dire que c'est comme une résolution du Conseil. OK. Ça peut passer s'il n'y a pas de veto, mais Ah ben, s'il y a c'est un sûr. veto, Ah ben, ça passe pas. ah ben, ça passera pas Et avec elle parce qu'elle est interdite de séjour en Russie. C'est une ennemie de la Russie. alors, Les Russes des- vont poser leur veto, donc on peut oublier ça. donc on peut oublier ça. C'est parce que la rumeur pour l'année prochaine, c'est qu'il faudrait une femme comme secrétaire générale de l'ONU. Et peut-être certains s'imaginent que Mme Freeland serait la personne idéale. C'est pas mon opinion. Et donc, il y a peut-être d'autres. Au-delà que ce soit notre opinion ou non, c'est juste pas faisable. Oui, en Les Russes plus, vont en s'y plus. opposer. Donc, Ouais. puis ça sera peut-être une belle occasion de nommer une personne du Sud global, une femme issue du Sud global pour compenser Oui, le fait que ben, le Sud global n'a pas de siège comme membre permanent au Conseil de sécurité. Donc, une ouais, façon mitoyenne de réformer, entre guillemets, sans nécessairement réformer l'ONU. ouais, ouais. Alors, voilà. Ouais. Puis le dernier sujet aussi que je voulais évoquer, ben, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des avions, des MiG russes qui ont violé l'espace aérien estonien. On avait parlé Bon, des fameux drones. écoute, donc la nouvelle est sortie. Attends, je vais te la lire. Bon, on a Le un scoop. Canada et le Royaume-Uni reconnaissent l'État de Palestine à la veille du discours d'Emmanuel Macron. Bon, Donc, les deux pays anglo-saxons ont décidé de poser ce geste. on va s'attendre au cours de la prochaine heure à un tweet de Donald. Oui, sûrement. Euh, Ou ça s'est réglé au palais de Buckingham. Le roi a dû dire, écoutez, nous, on reconnaît la Palestine, on espère de vous la plus grande discrétion. oui, on verra cette semaine. Oui, oui. Euh,
Oui, ben vous vous souviendrez, c'était la semaine dernière. Oui, oui, on avait parlé là, des drones russes qui avaient violé l'espace aérien polonais, puis on se posait la question, est-ce que c'était délibéré? Bon, Ouais, en tout cas, là, c'est vraiment un acte délibéré. Vous avez des chasseurs russes qui ont violé l'espace aérien estonien au cours des dernières heures. Donc, c'est des F-35 italiens, parce qu'il faut comprendre, c'est que les pays baltes n'ont pas la capacité d'assurer la protection de leur ciel. Donc, c'est rotatif. Donc, pendant 3 mois, c'est la France et ses chasseurs qui assurent la sécurité, la protection de l'espace aérien des pays baltes. Là, en ce moment, c'est les Italiens. Donc, vous avez des F-35 italiens qui ont intercepté des MiG russes. Et pour vous dire qui ont violé l'espace aérien estonien, simplement pour vous dire à quel point que c'était pas un acte, que c'était un acte délibéré, les transpondeurs des chasseurs russes ont été débranchés. Donc, lorsqu'on fait ça, c'est, on veut pas être identifié ou on veut ah rendre ouais. l'identification extrêmement difficile. Donc, c'est clairement un acte délibéré. Donc, ils ont survolé l'espace aérien estonien pendant 13 minutes. Puis, je disais ce matin dans la presse française, un général qui était l'ancien chef d'état-major de la force aérienne de l'OTAN, qui justement commentait la situation pour dire que 13 minutes, c'est long. Et le fait qu'ils ont débranché leur transpondeur, ça en dit extrêmement long aussi. C'est vraiment une façon là, de tester la réaction des pays membres de l'OTAN, leur détermination lorsqu'il y a des violations de leur souveraineté territoriale. Et puis, bon, une fois que les F-35 se sont approchés des MiG, ils leur ont fait signe là, avec des gestes manuels que c'était le temps de retourner en Russie. Donc, il y a peu de tirs de semonces qui ont été tirés. Les chasseurs russes ont viré de bord, comme on dit, ils sont rentrés en Russie. Mais je pense que légitimement, maintenant, on peut penser que les drones de la semaine dernière, c'était pas un accident. C'est pas un accident, non. C'était aussi un acte délibéré de la part des Russes pour tester la réaction des pays membres de l'OTAN lorsqu'il y a violation de l'espace aérien. Donc, il y a une certaine escalade Ouais, d'une certaine façon. On va voir ce que ça va donner. Mais aussi, le problème, c'est que dans les Pays-Bas, tant que la Finlande s'est jointe à l'OTAN, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez l'enclave de Kaliningrad qui est pas connecté au reste du territoire russe. voilà, Et donc, lorsque les chasseurs partent, disons, de Saint-Pétersbourg pour aller rejoindre l'enclave de Kaliningrad, maintenant, ils doivent survoler non seulement l'espace aérien des pays baltes, mais aussi l'espace aérien de la Finlande, qui est depuis près de 2 ans de ça, devenu membre de l'OTAN. voilà. Donc, clairement, ça ne fait pas l'affaire des Russes et probablement c'est une façon pour eux de démontrer aussi qu'ils ne reconnaissent pas nécessairement la pleine et entière souveraineté de l'OTAN, des Pays-Bas, de la Finlande sur l'espace aérien de la Baltique. Ouais, Parce que pour les Russes, l'enclave de Kaliningrad, c'est problématique parce que c'est une enclave qui ne peut être reliée que par des voies maritimes. Puis encore une fois, les bateaux russes doivent passer dans l'espace, la souveraineté maritime des pays baltes, des pays scandinaves. Donc, il peut y avoir mais en même temps, il doit bien exister une règle qui fait que comme une partie de ton territoire est ailleurs, tu as un droit de passage. Oui, mais le droit de Euh, passage, c'est un couloir de quoi? 1 kilomètre, trois ouais, kilomètres? ouais, ouais, Est-ce qu'il y a des négociations qui ont été faites avec la Russie à ce sujet-là? On ouais, sait aussi que pour pouvoir... donc, il y a deux façons de ravitailler Kaliningrad, c'est par des voies maritimes et par des voies ferroviaires. Donc, et on sait que la Pologne, la Lituanie, au cours depuis 2022, disons, qui surveillent étroitement les trains russes bien sûr. qui vont ravitailler Kaliningrad et puis, disons, il s'arrange pour que les fouilles durent un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc, il y a des frictions, il y a des points de friction Ouais. avec cette question-là. Donc, voilà, ben, écoute, on va voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois ce qui en est, mais ça va être clairement un espace à surveiller. Kaliningrad, qui était Königsberg avant, jusqu'en 1945, Königsberg, qui était la ville d'Emmanuel Kant, Ah bon, le oui. grand philosophe allemand qui était reconnu pour prendre ses marches toujours à la même heure, à tous les jours. C'est comme ça que les gens réglaient leur montre. Il y a juste 2 moments dans sa vie
où il a brisé à sa routine. Donc le dernier moment, ça a été à sa mort, évidemment. Et puis le premier moment, ça a été au moment de la Révolution française, où là, captivé par ce qui se passait en France. Il est resté chez lui cette journée-là, puis les gens ne l'ont pas vu, n'ont pas pu ajuster leur montre à ce moment-là. Donc, regardez sur la carte, ça s'appelait auparavant Königsberg, maintenant c'est Kaliningrad. Donc, c'est vraiment pris en sandwich entre la Pologne et la Lituanie. Ouais. Donc, c'est un territoire russe qui n'est pas connecté directement au reste du territoire de la Russie. Voilà. Bon, ben écoutez, merci d'avoir été à l'écoute pour ce nouvel épisode et puis ça nous fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour le prochain épisode hebdomadaire. Puis j'ai l'impression avec ce qui va se passer cette semaine, on va avoir beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter. Donc d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine puis à très bientôt.